Le journal. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce 20 septembre 2020, nous parlons de la journée européenne de la prostate. Cette journée donne l'occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet jusque-là tabou et méconnu, ainsi que le traitement pour y faire face. À quoi servent les perceptions journalières des percepteurs municipaux de Ntoum et ceux de Libreville entre le contexte économique difficile? Les commerçantes du PK12 veulent savoir à quelle fin sont utilisées ces taxes. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je vous l'annonçais en titre, qu'est-ce que la prostate? Vous vous demanderez, la prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie en avant du rectum. Cette glande est souvent touchée par des maladies anodines qui, si elles ne sont pas prises en charge assez tôt, peuvent devenir graves et affecter la vie du patient qui en est atteint. Lesquelles sont-elles? Allons le découvrir dans ce reportage qui porte la signature d'Ida Onyami. J'entends souvent parler de la prostate, qui est une maladie qui survient souvent lors de la vieillesse et c'est une maladie très grave qui est mortelle. C'est un organe qui se trouve dans la composition de l'appareil génital masculin, qui joue un rôle dans la vie de l'homme, qui présente des risques de maladie pour l'homme à partir d'un certain âge. Cette glande qui compose l'appareil génital de l'homme est souvent affectée par des maladies à cause de son emplacement, comme nous l'explique le docteur Jean Massandé Mouyedi, urologue. La prostate, c'est un organe qui fait partie des organes de l'appareil urogénital chez l'homme. Cette glande-là, elle est le carrefour entre ces deux appareils-là, urinaire et génital. Le fait que la prostate soit placée sous la vessie, elle entoure le canal urinaire qu'on appelle l'urètre qui rejette les urines de la vessie vers l'extérieur. En grossissant, elle va appuyer sur ce canal-là. Le spécialiste recommande aux hommes de plus de 40 ans de se faire consulter par un urologue pour prévenir d'éventuelles maladies. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des symptômes. Il y a des traitements médicaux d'abord qui permettent d'améliorer les symptômes, c'est-à-dire quand le malade se lève 3 ou 4 fois, quand on donne ces médicaments, il ne se lève plus qu'une ou 2 fois, et puis ce malade-là, on peut le suivre pendant plusieurs années sans problème. Mais lorsque la prostate ne continue qu'à évoluer, qu'elle est tombée dans le cadre des blocages, nous passons maintenant à une autre étape, c'est-à-dire opérer la prostate. La prostatite, l'hypertrophie bénigne et le cancer de la prostate sont des maladies qui touchent le plus cette glande et elles se manifestent par l'apparition de quelques symptômes bénins ou graves. Comme toute maladie, la prostate a également des signes annonciateurs selon l'organisme de la personne. Ils peuvent être douloureux ou non. Quelques symptômes de cette pathologie avec le docteur Jean Massandé, urologue, au micro d'Ida Onyami. Il y a 2 types de symptômes. Les malades qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate vont d'abord avoir des symptômes urinaires. Ces symptômes urinaires sont caractérisés essentiellement par 2 types. Les symptômes dus à l'obstruction, c'est-à-dire que la vessie ne se vide pas bien, et ce sont des malades qui vont avoir des difficultés à pisser, ce qu'on appelle la dysurie. Ça me fait pas mal, bien sûr, mais le jet urinaire, la force n'est plus la même. Parfois, ils sont obligés de pousser un peu. Parfois, à la fin de la miction, il y a quelques gouttes qui continuent, ce qu'on appelle les gouttes retardataires. Parfois même, lorsqu'ils pissent, ils ont la sensation que leur vessie n'est pas vide. C'est la sensation de non-vidange vésicale. Parfois, ils sont pressés d'aller pisser. Dès qu'ils ont envie de pisser, il faut le faire tout de suite, sinon, il y a quelques gouttes qui vont...
Comme il y a une obstruction, ces urines-là vont stagner dans la vessie et ça va entraîner une inflammation de la vessie. Ce sont les syndromes irritatifs. Ça va irriter la vessie et ça va se manifester par une fréquence anormalement élevée d'aller pisser. Ça commence d'abord la nuit. Le malade, généralement, qui se lève une fois en passant pour pisser, va se lever 2, 3, 4, voire 5 fois. C'est ce qu'on appelle en jargon urologique une pollakiurie. Mais lorsqu'on pose la question au malade, est-ce que vous pissez bien? Généralement, il vous répond que je pisse bien, docteur. Reprise des tests de dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH-Sida dans la Nyanga à Tshibanga. L'initiative est du comité provincial de lutte contre cette pandémie à la grande satisfaction des Ninois. Retrouvons la correspondance locale d'Annie-Flore Ndebi. Le comité provincial multisectoriel de lutte contre le sida Nyanga a relancé ses activités dans un contexte assez particulier lié à la Covid-19, 7 mois après interruption de celle-ci. Moutouiti Mangila, coordinateur du programme. Nous avons repris avec le dépistage volontaire anonyme du VIH. Nous sommes obligés de prendre toutes les mesures possibles, notamment les mesures barrières. Nous avons exigé que ceux qui sont venus volontairement faire le dépistage puissent avoir leur bavette, forcément. Nous avons pris également la température, ce que nous ne faisions pas. Le nombre a été limité. Habituellement, nous avons eu une moyenne de 50 volontaires, mais cette fois-ci, nous avons eu 30 parce que justement, il fallait limiter le nombre pour éviter l'affluence par rapport aux mesures barrières. On a donné l'impression effectivement qu'il n'y a que Covid-19 qui tue, mais encore Covid-19 vient d'arriver et nous estimons qu'il fallait à tout prix reprendre avec ces activités, notamment la lutte contre le VIH dans la province de Nyanga, parce que tous les jours que Dieu fait, nous sommes interpellés par les populations et nous avons pris le risque de reprendre. Il était question aussi pour le comité d'éviter le gâchis des intrants à sa possession, sachant que ce matériel n'est pas souvent facile à l'obtenir. Nous avons des difficultés tout à fait régulières, notamment le manque de préservatifs. Tous ceux qui sont arrivés nous ont demandé les préservatifs, il n'y en a plus. Nous sommes en rupture de stock. Et bientôt aussi, nous allons avoir une rupture dans le cadre des réactifs que nous utilisons. On n'utilise plus un seul réactif, c'est 2 ou 3 tests que nous utilisons. C'est sûr que d'ici quelques jours, on va avoir une rupture et nous pensons que les autorités vont nous aider pour relancer définitivement l'activité jusqu'au 1er décembre 2020. Le VIH-Sida est toujours d'actualité malgré la présence de la Covid-19. Savoir son statut sérologique est un acte responsable plutôt que de vivre ignorant. L'ignorance tue et la santé n'a pas de prix. Mieux vaut donc prévenir que guérir. En ligne de Tshibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie-Flore Ndebi de Pignax. Parlons religion, nous restons en santé, cette fois dans la province de Langounié, où les serviteurs de Dieu ont séjourné pour la désensibilisation auprès de la population à travers diverses prédications. Roland Sylvani Andem. Partageant ces échanges avec l'ONG Agafi au peuple autochtone de Nzingi et Matamatsenge sur l'importance du respect total des mesures barrières édictées par le gouvernement liées au Covid-19, le berger de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Bongolo a mis l'accent sur la prière. L'évangéliste Ondinga. Jésus-Christ est le dernier médecin de tous les médecins. Quand on est dans des difficultés telles que la Covid-19, nous devons alors crier à l'Éternel. Et c'est seul l'Éternel qui peut nous venir en soutien. Mais si on abandonne Dieu, la maladie ou bien autre chose va toujours nous arriver dans tous les pays du monde. Donc il faut implorer la grâce de Dieu dans les prières. Parce qu'il a dit appelez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des grands secrets qui sont cachés que vous ne connaissez pas. C'est dans Jérémie 3, 33. Alors si on invoque l'Éternel et lui présente nos besoins, je pense que Dieu nous viendra en aide. Ce missionnaire de la surintendance du département de la Loétie-Wano a également prodigué de sages conseils aux brebis. Revenir à zéro, de regarder l'Éternel, Jésus-Christ qui est monté, comme Moïse a soulevé le serpent de bronze dans le désert, nous aussi aujourd'hui, nous devons alors regarder Jésus-Christ qui est monté au ciel. Signalons que l'infirmier évangéliste a également reçu des kits sanitaires des mains de maître de la présidente de l'ONG Agafi, Jeanne-Marthe Minkwemila, pour mener à bien cette campagne d'évangélisation. Retour à Libreville, le système éducatif gabonais en voie d'être réformé à partir des recommandations issues des assises d'Angondje d'août 2018. Nous écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation, Daouda Mugiama, au micro de Nick Jocelyn Fouba dans ce compte-rendu d'Elda Nelikumba. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant qui avait été proposé pour réformer le système éducatif gabonais lors des assises d'Angondje en août 2018. 2 ans après cette rencontre, quelles sont les actions déjà visibles sur le terrain?
le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mugiama. Tous les aspects ont été pris en compte, les aspects structurels, déjà avec l'achèvement des bâtiments, des universités, des écoles en construction, la réhabilitation des établissements, encore une fois, du primaire à l'université, en tenant compte de la formation professionnelle. Il y a des nouveaux centres de formation professionnelle qui sont en train de voir le jour. Il y a un qui va être ouvert à la rentrée à Kanda, il y a d'autres qui vont être ouverts à Franceville, à Port-Gentil et en Coque l'année prochaine. Au niveau de la gouvernance, des instruments qui sont mis en place, le Sénéfor, l'assurance qualité, le secrétariat d'orientation. Nous allons cette année orienter les élèves de manière rationnelle dans le cadre de cette structure-là qui va utiliser les compétences des conseillers d'orientation et des différents spécialistes de l'orientation. Le texte sur l'assurance qualité a été pris. Nous allons aussi dès 2021 ouvrir cette structure-là et tenir les premières réunions du Conseil national de la formation et de la recherche qui est placé sous la très haute autorité du président de la République. Outre les mesures sur le plan structurel et celui de la gouvernance, la task force sur l'éducation prévoit réformer le système d'attribution des bourses. C'est une réforme qui est dans son ensemble bien pensée, en ce que le principe de l'accompagnement social qui sous-tend la bourse n'est pas remis en cause. Dans le texte que l'on propose, on a fait sauter l'âge de 22 ans et la moyenne de 12, mais on a quand même tenu compte du fait que le mérite doit être un élément essentiel. Les bourses seront dorénavant gérées par quota en fonction du marché de l'emploi. Les filières où il y a plus de potentialité, plus de facilité pour trouver de l'emploi seront favorisées par rapport à d'autres. Les bourses scientifiques et technologiques aussi professionnelles vont recevoir davantage d'attention que les bourses générales. Aussi pour cette année académique 2020-2021, un secrétariat scientifique d'orientation sera mis en place pour permettre aux nouveaux étudiants de recevoir des conseils pratiques sur leurs orientations en fonction de leurs capacités intellectuelles. Le prélèvement des taxes, à quelle fin? Entre le contexte économique difficile et la rigueur des percepteurs de la municipalité d'Ntoum ainsi que de Libreville, les commerçants et commerçantes du PK12 veulent bien savoir à quoi servent les perceptions journalières si depuis là, il n'y a toujours pas de marché. De même que les taxes prélevées ne sont plus bien accueillis au regard de la situation économique difficile qu'engendrait la pandémie du coronavirus et le manque de clientèle. Les détails de cette situation avec Issa Steve Mfan. Prélevés pour des raisons de services rendus par les municipalités, les occupants du marché de fortune du PK12 s'interrogent sur la destination des taxes journalières. La situation économique devenant de plus en plus difficile, l'incompréhension existe cependant dans le mode de prélèvement des taxes. Mariam, une commerçante du PK12. On subit des prélèvements de taxes qui se font un peu en abus, on va dire ça comme ça, parce que 1 mètre pour chaque commerçant équivaut à 1000 francs. Au-delà de 1 mètre, c'est 1500, 2000, 2500. Malgré les intimidations et les menaces dont ils sont victimes, cette commerçante a décidé de mettre le doigt dans la plaie. Si vous n'avez pas vendu et que vous expliquez que vous n'avez pas de l'argent, ils saisissent votre marchandise sans savoir qu'il y a des périodes assez difficiles. On vous nargue, on vous humilie en fait de la pire de façon, c'est-à-dire que vous vous sentez dans l'incapacité de bouder parce que dans le cas où vous boudez, on vous dit que vous feriez l'objet d'un déguerpissement. En dépit de l'importance de ces taxes pour l'enlèvement des déchets, les commerçants et les commerçantes du PK12 se demandent à quand la sortie de terre des nouveaux marchés. La zone étant partagée en 7 sections entre la municipalité d'Ntoum et l'hôtel de ville de Libreville, la limite étant un pont difficilement perceptible. Alice, une commerçante du PK12. Nous sommes ici comme les gens bénévoles, mais on a demandé aux agents de la mairie de nous aider parce que nous aussi, nous les aidons. Nous les aidons en payant les timbres. Parce que les timbres qu'on donne ici, 500 000 francs, 2000 jusqu'à 5000, je pense que en cotisant ça par un an, ça peut faire combien pour nous faire juste un petit marché. Les taxes, les commerçants acceptent de les payer, ce pour autant qu'ils souhaitent vendre dans un marché sécurisé, digne de ce nom. Nous repartons à Lebamba, dans la province de Langounien, pour parler de ce cri de détresse des aveugles et malvoyants de Bongolo, un quartier de la commune de Lebamba. Ces compatriotes vivant avec un handicap visuel éprouvent d'énormes difficultés pour subvenir à leurs besoins. Le point avec Roland Silvani Andem.
C'était en pleine mission de consultation publique dans l'Angounié du réseau des populations autochtones et communautés locales du Gabon sur le plan de développement durable des 10 peuples que les membres de l'association des aveugles et malvoyants de Bongolo ont dressé leur chapelet de doléances à la coordinatrice nationale du REPALEG, Pierre Lasso-Bunzonga, président de la dite association. D'abord sur le paiement des personnes handicapées qui se passe chaque année. En tant que président d'une association des aveugles malvoyants ici au niveau de l'Ebamba, j'ai fait des Nzundu, Ishinga, Mayanga, Benedetembe, Nzingi, Binambi, Mabanga, Idembe, Kanda, Mukundu, Memba. Tous ces gens, quand ils arrivent au paiement, beaucoup les noms ne sortent pas. Mais ceux qui sont morts depuis Kalakala, la liste là toujours est maintenue. Pourquoi? Nous on nous payait souvent à Mouila. Avec 75 000 francs, tu amènes un protocole. Le passage c'est aller, le retour ça fait 20 000. Bon, sur 75 000, tu gagnes combien? Il y a les villages reculés. Ceux qui sont dans les villages ne sont pas informés. Malgré leur handicap, ils font dans la débrouillardise. S'agissait des projets, nous on fait tout. Le commerce, l'agriculture, la vannerie, la pisciculture. Ce que nous souhaitons, c'est pour le soutien de toutes les autorités compétentes. Si on a des moyens, on pourrait faire des choses. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vivement que les autorités compétentes prennent en compte ces cris de détresse. Et nous parlons pour la suite de ce journal de politique avec l'association Agir pour le Gabon qui vient de tenir un apéro politique et qui n'a pas attendu un mois après son installation officielle pour se mettre au travail. Le point avec Ahmed Benievaka. 3 ateliers, pas plus, pour se mettre au diapason et déjà établir une feuille de route lorsqu'il s'agira d'arpenter et d'organiser des colloques dans la province de Logo-Vindo en guise de mobilisation. Dans ce chapelet à 3 boules, il était question dans un premier temps de comprendre le mot citoyenneté et comment passer de citoyen passif à citoyen actif. Armand Lilian-Billier, modérateur de l'atelier 1. Il suffit de prendre une personne dans le domaine qui est le sien, qui l'intéresse, parce que chacun de nous a une passion bien précise et veut servir l'État et veut servir la République à travers la passion qui est la sienne. Il suffit de prendre cette personne, l'encadrer et que sa passion soit partagée avec d'autres personnes et tirer une entité idéologique à travers cela et l'engager dans une association, cas de l'association Agir Ensemble pour le Gabon, amener l'intéressé à l'intérieur et de pouvoir s'exprimer pleinement à travers son potentiel. Et voilà comment on amène un citoyen passif à devenir un citoyen actif. C'est juste comment trouver ce qui intéresse la personne, mettre un engagement autour de ce qui l'intéresse et lui permettre de devenir un acteur dans ce qui l'intéresse afin qu'il soit une force de contribution. Durant leur descente dans les tout prochains mois en terre ogivine, les membres de l'AEG et G6 présenteront les enjeux politiques à une jeunesse qui semble avoir besoin d'un coup d'oxygène et de jouvence pour faire place à une nouvelle façon de faire de la politique. David Ndongema, modérateur de l'atelier 3. Nous voulons ici faire une politique des services, c'est-à-dire créer de l'emploi et après gagner la confiance. Puis vous savez qu'aujourd'hui, la population gabonaise est fatiguée de la vieille politique. Voilà pourquoi nous voulons amener une politique d'autonomisation personnelle. Il faudrait que nous nous déployions sur le terrain afin de faire le diagnostic, de prendre des avis et proposer la nouvelle vision. Ce renforcement de capacité, salué d'ailleurs par leur président national Brice Ondomiko, n'est qu'à sa première phase. Et pour le coordonnateur provincial du G6, Guy Desti-Bobo, son équipe parlera peu pour batailler en nombre incalculé. Clément Musunda Ndinga est le nouveau chef de canton d'Ougeni dans le département de Mugoti, province de l'Anyanga. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la province, Nicole Nwando, l'écho sonore de cet événement avec notre correspondante Annie-Flore Ndembi. Monsieur Musunda Ndinga Clément, au nom du président de la République, chef de l'État, je vous installe à vos nouvelles fonctions, le chef de canton d'Ougeni, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. C'est par cette formule traditionnelle prononcée par le gouverneur de province que le chef de canton d'Ougeni, dans le département de Mugoti, Clément Musunda Ndinga, a officiellement pris ses fonctions. Le choix porté sur sa personne n'a pas été fortuit, comme l'a indiqué le dépositaire de l'autorité de l'État, Nicole Nwando. Monsieur le chef de canton, que les nouvelles fonctions dont vous prenez présentement la charge comporte des devoirs et des obligations dont les plus importants sont le respect scrupuleux de la hiérarchie, le sens élevé du devoir, de la neutralité, de la réserve, de la fidélité et du dévouement à l'égard des institutions de la République. Le promu pour sa part a dit toute sa gratitude. Clément Musunda Ndinga.
Je tiens à remercier très sincèrement toutes les hautes autorités de notre pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, clé de voûte de toutes les institutions nationales pour le choix perpétré à ma modeste personne comme chef de canton d'Ouéni. Nous sommes sans ignorer que la gestion humaine est souvent compliquée et n'est pas une chose fortuite. Sur ce, mon équipe et moi allons nous y atteler pour mener à bien les missions qui nous sont confiées. C'est de la décision numéro 003/2020/PNY/SG lue par le préfet du département de Mougouti, Bongo Mavungu, qui nomme Clément Moussundandinga à ce poste. Il remplace Tars Ikapindiengi, décédé le 30 juin 2019. Depuis le village Massira, pour le compte de Radio Gabon, la référence Annie Flandembi de Peignax. La page culturelle de ce journal avec l'artiste gabonais Dibakou Dimamadou qui s'est entretenu avec Sonia Ada Sembe au sujet de sa carrière et ses premiers moments dans la comédie. Moi, c'est Dibakou Dimamadou, Diafofi Zangala Fafdo, fils des Angouma Zanguma, l'enfant qui a fait la première guerre contre les Fumimania. On le reconnaît de par son timbre vocal entrecoupé de rire et d'humour. Lui, c'est Dibakou, de son vrai nom, Jean-Pierre Koula. Il nous donne l'importance du rire. Le rire équilibre l'homme en général. Quelqu'un de trop stressé, de tout le temps nerveux, tout de suite peut s'attaquer des maladies. Mais le rire vient équilibrer, donner l'homme la gaieté. Rire réjouit l'âme en un seul mot. Donc le rire est important pour l'homme. À 43 ans aujourd'hui, Dibakou fait du vécu et des problèmes quotidiens son cheval de bataille et c'est l'essentiel des messages véhiculés dans ses sketchs et ses chansons. Mais son absence au grand public s'est fait remarquer. J'ai des grands projets parce que pour mes fans, les gens se disent que je suis de côté, je suis pas de côté. Et puis je suis toujours sur scène, mais d'une manière, on va dire médiatique, je ne suis pas présent. Ça c'est vrai, je sais. Mais je recule pour mieux sauter. Mais tout ce temps a fait en sorte que je puisse mettre beaucoup de choses de côté, donc ils seront pas déçus. Parce que du côté visuel et audio, j'ai beaucoup travaillé tout ce temps. Donc en fait, ils vont se réjouir. À l'endroit des autorités, l'artiste lance cet appel. Donc l'art est important. La culture, c'est vraiment l'esprit d'un pays. Donc quand on favorise d'autres secteurs, il ne faut pas qu'on oublie l'artiste. C'est pourquoi je veux dire aux autorités, s'il vous plaît, quand vous prenez les décisions, n'oubliez pas les artistes. Parce que l'art dans un pays est un miroir. Notre entretien s'est terminé par un brin d'extrait du rire proposé par l'artiste en ce début de semaine. Mais n'oubliez pas l'homme qui interprète tous les oiseaux, l'homme qui interprète les avions. Toujours en culture, un peu de gourmandise, nous parlons de l'art culinaire dans ce journal. Allons y découvrir une création du chef au miel, un cuisinier gabonais. Il a réalisé pour nous une tarte au niemboué. Christelle Eyangaidou. Le chef au miel est un jeune cuisinier gabonais qui valorise et revisite les produits locaux dans son domaine de compétences. Ces quelques heures passées dans sa cuisine nous a permis de voir comment il réalise la tarte au niemboué. De quoi s'agit-il? Voici les ingrédients qui la composent. C'est une tarte à l'essence de noix de palme. Donc ce qu'on va extirper de la noix, c'est la pulpe de noix de palme. On va travailler avec la pulpe de noix de palme et on va commencer par réaliser le sablé. Pour le sablé, on a 250 g de féculents, mais là-dedans on a 100 g de farine de blé et 150 g de farine de maïs pour apporter de la profondeur. Nous avons l'amande concassée. Il ne s'agit pas ici du plat local que nous consommons au quotidien, mais plutôt un dessert fait à base de l'essence de la noix de palme. La réalisation, déjà il faut pétrir. Une fois on mélange tous les éléments, c'est simple et efficace. Alors on cuit le sablé d'abord. Le sablé ça dépend dans un four bien chaud, ça peut cuire en 5 minutes pour le sablé. Et pour ce qui concerne l'appareil, en gros on peut faire 5 minutes de cuisson et ensuite on laisse l'appareil reposer parce que c'est justement à ce moment qu'on va foisonner pour obtenir une crème. Quand on mélange, on pétrit. Il a fallu au chef au miel 2 ans pour mettre au point ce dessert. Désormais, c'est une recette qui figure sur la carte de son restaurant et qui donne des sensations en matière de goût. Place à l'actualité au pas de course en Ouganda. Un incendie ravage l'une des plus vieilles universités d'Afrique. Et puis, à 2 jours de l'ultimatum de la CEDEAO, la junte et le M5 RFP renouent le dialogue du côté du Mali. C'est avec vous, Ahmed Benievaka.
2 jours, c'est le temps qui reste à la junte au pouvoir au Mali pour désigner un président et un premier ministre civil et revoir la charte de transition. C'est en effet ce mardi 22 septembre qu'expire l'ultimatum fixé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les militaires ont donc intensifié leurs consultations ces derniers jours, notamment avec le mouvement M5 RFP. Le week-end dernier, la coalition qui a mené la contestation contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta avait rejeté les propositions de la junte, mais après une nouvelle rencontre samedi soir, la tonalité était plutôt positive. Du côté du M5, on assure que les discussions évoluent dans le bon sens. Place cette fois-ci à une information plus dramatique en Ouganda. Comme vous l'annonciez, Vibrian, un important incendie a détruit une partie du bâtiment principal de l'université Makerere, l'une des plus prestigieuses et plus vieilles d'Afrique, a annoncé ce dimanche la police ougandaise. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'incendie. La construction de ce bâtiment principal, grande bâtisse blanche aux volets bleus, surmontée d'une tour carrée en son centre, s'est achevée en 1941. Makerere est progressivement devenu un centre d'excellence de l'éducation en Afrique de l'Est, notamment à l'époque des indépendances. La page des sports de cette édition d'information porte la griffe de Jean-Claude Boussougu-Boulingui en ouverture. Le football, c'est dans 45 jours que nos Panthères affrontent la Gambie. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, 3e et 4e journée. Plus les jours passent et l'on se projette déjà sur les 2 rendez-vous à venir des Panthères comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui, Covid-19 oblige, se disputera finalement en 2022 au Cameroun. 2 dates à retenir, les 9 et 17 novembre prochains face à la Gambie, 3e et 4e journée, lieu Franceville et Banjul. Actuellement en tournée de prospection en Europe, Patrice Neveu, le sélectionneur jouant au téléphone, reconnaît que la double confrontation est à prendre au sérieux et revêt une importance capitale pour la course à la qualification. Gabon-Gambie, premier round à Franceville, Patrice Neveu y pense déjà. C'est avec beaucoup de respect qu'on va les recevoir chez nous, mais beaucoup de conviction. Maintenant, il faut bien se préparer. On est dans la lignée pour avancer vers la qualification. Et il faut rester soudés, unis comme mon collectif l'était. Après, je ne sais pas si on jouera les matchs à huis clos ou on pourra avoir nos supporters avec nous. Ça aussi, c'est des éléments qui vont jouer et sur lesquels je devrais travailler ou prendre en considération pour aborder les rencontres. Et là, il s'avère que les championnats étrangers ont repris. Donc j'ai besoin absolument de revoir certains joueurs dans les clubs, certains ont muté, d'autres pas, voir à quel niveau ils sont, et puis aussi essayer de convaincre ou de recruter, je dirais, quelques jeunes Gabonais qui commencent un peu à prendre du volume en Europe. Les Panthères qui seront opposés aux écureuils du Bénin dans quelques jours aux Pays-Bas en amical. La Gambie, de son côté, croise les Diables Rouges du Congo le 10 octobre, match amical au Portugal. Deuxième adversaire des Scorpions gambiens, l'Ocili national de Guinée de Nabi Keïta, le 13 du même mois, toujours au Portugal. Notons ce stage annoncé aux Pays-Bas du 5 au 13 du mois prochain des Lions indomptables du Cameroun avec à la clé un match amical face au Japon. Le sélectionneur national Tony Conceição vient de convoquer pour la circonstance 32 joueurs. On note le retour de Nicolas Nkoulou. Signalons en revanche l'absence de Christian Bassogog, élu meilleur joueur de la CAN 2017 disputée au Gabon. Boxe, Taylor Mabika au tapis et qui s'incline devant Masternak, son challenger du jour, âgé de 33 ans hier dans la catégorie lourd léger. Le Polonais totalise 42 victoires en 46 combats, dont 28 avant la limite. Une reprise douloureuse pour Taylor Mabika, absent des rings depuis mars dernier. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant, le rappel des titres. Journée européenne de la prostate. Cette journée donne l'occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet jusque-là tabou et méconnu, ainsi que le traitement pour y faire face. À quoi servent les perceptions journalières des percepteurs municipaux de Ntoum et ceux de Libreville entre le contexte économique difficile? Les commerçantes du PK12 veulent savoir à quelle fin sont utilisés ces taxes.
Merci à la rédaction qui a aidé à la préparation de ce journal, au montage Herman Osunga, à la réalisation Raymond Savou de Santa Fe. Je suis Vibrian Asekolomo. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à toutes et à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.